Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news du crypto et du marché, voir un petit peu ce qui se passe, et en tout cas ce qui s'est passé, ce qu'on peut attendre en tout cas, sur cette fin de semaine notamment, donc pour un vendredi. On va commencer par l'actualité, en tout cas l'actualité crypto dans un premier temps. Il y a un certain nombre d'informations qui sont assez intéressantes. La première chose, c'est qu'on a eu le retour en tout cas sur Coinbase, sur les revenus qu'ils ont eu sur le Q4, donc le dernier trimestre 2021, on voit qu'ils ont effectué 2,2 milliards via les transaction fees. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un marché quand même, malgré le fait, donc on avait Q4, on avait une partie de bull run, une partie justement de correction, et malgré ça on s'est retrouvé quand même avec des revenus pharaoniques par rapport à ça, et donc ça montre justement qu'il y a un véritable essor au niveau des transactions, au niveau des crypto-monnaies. Voilà. Donc ça c'est un point important par rapport à ça. En parlant toujours d'essor, on va tout simplement parler de Tendermint. Alors si vous ne connaissez pas Tendermint, globalement c'est la société qui est en charge du développement de Cosmos, donc la blockchain qui est spécialisée dans l'interopérabilité des blockchains à travers son SDK, et notamment la crypto-monnaie Atom qui est rattachée à cet écosystème. Tendermint change de nom et devient Ignite. Ignite qui symbolise justement la volonté de cette blockchain de performer et justement de créer cette étincelle qui va permettre de propulser la technologie de la blockchain un petit peu partout dans les écosystèmes. Et justement, c'est intéressant de voir comment l'écosystème Cosmos, sur lequel, si vous me connaissez un petit peu, je suis un petit peu bullish dessus, prend le dessus par rapport à ça et l'annonce clairement en changeant de nom, et je trouve ça excessivement intéressant. Je voudrais revenir sur une autre nouvelle qui est notamment Jesse Powell, qui est le CEO de Kraken, qui sur Twitter a notamment pris position et expliqué par rapport à ce qui se passe au niveau du Canada et justement le fait que malheureusement il va être obligé de bloquer, de geler les actifs de certains manifestants canadiens. Et il a été assez clair là-dessus que, en l'occurrence, il ne pourra rien faire pour empêcher ça. Et donc, ça montre que, encore une fois, malheureusement, dans certaines conditions, on peut se retrouver avec justement les principaux exchanges qui permettent de faire la transposition en fiat gelés, et donc geler certaines adresses, et donc bloquer les fonds. Voilà. Et donc ça montre que malheureusement la notion de décentralisation, il y a toujours une seule et unique porte. On peut être décentralisé une fois qu'on est rentré, mais si on veut se transposer en fiat ou de fiat à crypto, ça peut être compliqué, et ça le sera toujours et de plus en plus on aura dans une notion de régulation. Mais justement cette notion de régulation permet d'avoir une démocratisation globale de l'écosystème et donc une adhésion forte. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, forcément, on va revenir un petit peu sur la nouvelle d'hier parce qu'on va analyser la partie technique. Mais avant, on va refaire un petit récapitulatif de là où on en est. On est toujours très bullish sur le BTC, notamment sur le marché crypto en général. On a une schématique d'Elliott qui est en place avec une vague 1, vague 2, vague 3. Nous sommes dans la vague 4. Dans cette vague 4, nous avons une schématique qui s'effectue en A, B, C. Au dernier plus bas, donc nous avons effectué l'équivalent d'une A. Donc la C est égale à une A est terminée. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la fin de la vague 4 ou est-ce que c'est on attend une vague 4 avec extension. Et étant donné qu'on a eu une extension sur la B et qu'on a une grosse poche de liquidité en dessous de la A, avec notamment un gap qui se trouve en bas et les gaps sont amenés à être comblés. Alors, sur cette dernière C, nous sommes sur une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et pour moi en tout cas dans une schématique de vague 5, pour pouvoir finir cette vague C. Est-ce que ça va être une vague 5 qui va prendre la liquidité des 29 000, en dessous des 29 000, ou est-ce qu'elle va s'arrêter avec la prise de liquidité tout simplement du point le plus bas? Ça c'est à déterminer. Dans tous les cas, ce scénario ne peut être qu'annulé par une cassure des 52 000 franches avec justement une bougie
qui nous montre que globalement on repart plus haut. Au niveau de cette schématique, on voit qu'on commence à avoir une mise en place d'une volonté de départ avec un premier arrêt baissier fort qui s'effectue. Donc on a eu ici un début d'accumulation de wick-off qui se met en place avec un psy, un SC, donc tout simplement l'arrêt de la tendance baissière, un retour avec prise de liquidité du psy. Donc là on a un retour fort de l'accumulation et on est allé retester le SC. Est-ce que le retest est terminé ou non? Ça c'est ce qu'on va discuter un petit peu justement dans la discussion du lower time frame pour voir est-ce qu'on va retester ou est-ce qu'on va prendre la liquidité du SC ou pas. On pourrait très bien avoir une nouvelle remontée, un nouveau test de l'AR, donc soit avec prise de liquidité de l'AR ou soit donc prise de liquidité là ou soit simplement un test, on s'arrête ici juste au-dessus pour pouvoir ensuite redescendre. Ça va être à voir, ça peut très bien se passer, on peut avoir terminé le ST, et c'est ce qu'on va discuter quand on ira faire l'analyse en lower time frame. Autre petit point important, si on tout simplement refait, il est où, tac, cette schématique de descente, cette dernière vague impulsive basse qui a été effectuée avec son retracement, si on la reporte tout simplement par rapport au retracement qui a été effectué, ça nous amène à 26 000. Et donc on a une convergence d'un certain nombre de retracements, pareil si on fait, je ne l'ai pas fait là, mais si on fait un retracement de cette vague impulsive, on voit que, en l'occurrence, on a les 28 000, donc on a quand même une schématique d'impulsion baissière qui aura tendance à nous amener dans cette poche de liquidité et potentiellement jusqu'à cette zone à combler. Voilà. Alors, ceci étant dit, on a eu une nouvelle très forte qui est tombée hier très tôt dans le matin, avec notamment l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, une invasion qui d'ailleurs était depuis un certain temps commençait à être pricée au niveau des différents marchés, donc c'est-à-dire qu'il y avait une certaine peur qui commençait à s'installer, et cette peur entraînait tout simplement une pression sur les marchés, donc c'est pour ça aussi qu'on a eu un choc qui s'est effectué, une baisse forte qui s'est effectuée, mais qui n'a pas été aussi forte que certains le préconisaient, et en l'occurrence, je vous avais expliqué, si on retourne dans le marché en 1 heure, qu'il y avait deux possibilités à l'ouverture du marché américain. Donc là, nous avons eu ici l'accélération du cours qui s'est effectuée là, avec la déclaration et la baisse, mais à savoir qu'on avait déjà fait un plus bas, donc un top qui n'avait pas pris la liquidité de ce top-là, donc on avait une structure qui n'était pas cassée, d'accord ? On avait une structure qui était toujours en lower time frame baissière, donc on a juste eu une accélération de la structure qui était en train de se faire, d'accord ? Donc là, il n'y a pas eu de renversement, il n'y a pas eu d'injection haute. Et on s'était arrêté ici, et là je vous disais que par rapport à l'ouverture du marché américain, vous allez avoir deux possibilités. Soit en fonction des annonces qui allaient être faites, une accélération du cours vers le bas, ou tout simplement un Made in USA, donc une prise de position forte de l'Amérique, étant donné que l'Amérique en plus sont confirmés, étant donné qu'ils avaient averti depuis un certain temps que ça allait se dérouler de cette façon-là, et en l'occurrence, une poussée du prix. On voit qu'on a eu une énorme poussée. Alors oui, mais pas que. Mais pas que, parce que si on prend un petit peu de recul, et qu'on regarde un petit peu ce que j'expliquais hier, je vous avais dit qu'ici on avait fait de la liquidation massive. On avait liquidé 420 ou 412 millions en 24 heures, grâce tout simplement à ce setup-là et cette accélération basse, parce que les gens essayaient d'acheter justement la courbe descendante pour pouvoir repartir. D'accord ? Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a eu une schématique où les gens se sont fait liquider durant toute la baisse. Donc ça veut dire aussi qu'on a des personnes qui se sont placées tout simplement tout au long, non pas à l'achat, mais tout simplement à la baisse. D'accord ? Donc en short, et donc qui se sont placés principalement au-dessus du dernier pic. D'accord ? Donc dans cette zone-là, très importante, et dans la zone au-dessus du tout dernier top qui était celui-là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Bon bah voilà, on a eu une poussée forte avec une énorme mèche de liquidation où on a pris tout ça. Ça s'est traduit comment ? On va retourner en un jour, on va aller regarder
les différents indicateurs qu'on s'est mis de côté pour voir. Et donc, on voit que on a liquidé 440 millions en 24 heures. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que là, c'est tout simplement le total des liquidations. Sur la journée d'hier, on a liquidé quasiment autant de longues que de shorts. Ça veut dire tout simplement que là, on a eu un énorme piège à liquidité qui s'est effectué avec une cohérence sur l'actualité, donc une peur qui s'est mise en place, qui a entraîné des prises de position émotionnelles, et derrière, on a eu une liquidation par le bas, une liquidation par le haut. Et ça, c'est très intéressant de le voir parce que, en l'occurrence, ça veut dire que le marché a récupéré, enfin, en tout cas pas le marché, mais les market makers ont récupéré beaucoup de liquidités pour la mise en place d'un prochain mouvement qui va être effectué, et on va discuter justement un petit peu de ça. Alors, juste avant, pour continuer cette partie, pourquoi le retour au palier des 40 ? N'oubliez pas qu'on a le maximum price qui est à 40 000 à l'heure actuelle, qui se termine aujourd'hui, avec une liquidation potentielle de 2 milliards à l'heure actuelle d'open interest. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir clôturer sur une proximité de maximum price, donc encore les market makers vont contrarier le maximum de personnes. Donc c'est-à-dire que vont annuler le maximum de put et call intrinsèquement. Donc c'est-à-dire qu'ils vont récupérer un maximum de liquidité par rapport à ça. Et c'est très important d'avoir cette schématique en tête par rapport à ce qui va se passer par la suite. Alors, parce que là on a quand même pas mal de traces qui sont en train de se faire, d'une mise en place d'un prochain mouvement qui risque d'être assez impulsif. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête. Alors, donc là on est arrivé donc, dans les 40 000, on est dans une proximité, donc on s'est rapproché au plus proche du maximum price, pour ne pas dire qu'on l'a touché, et on va se stabiliser dans cette zone-là. Oui, il y a des grandes chances qu'on reste ici. Et il faut savoir qu'on est vendredi, nous allons arriver sur une plage de week-end sur laquelle on va avoir des institutions qui vont être fermées, et donc là on va avoir vraiment le sentiment retail qui va prendre le dessus, et on va voir justement quel est ce sentiment qui va être effectué. Est-ce que ça va être une continuité de la baisse ? Il va falloir voir que là, les informations qui vont arriver, donc les news, tout simplement, vont jouer énormément sur les retail. En tout cas, jouent beaucoup plus que sur les institutionnels à l'heure actuelle. Parce que, regardez bien, ici, on a eu une énorme poussée, malgré le fait que, à l'heure actuelle, on a eu une remise en cause d'une économie générale, on a une tensification au niveau des frontières de NATO, on a à côté des injonctions de blocage de liquidité, donc de blocage de fonds majoritaire, donc du coup on assèche un peu la partie monétaire, mais à côté on a les indices qui sont repris derrière. Et ça veut dire que là, on se retrouve vraiment sur un setup qui est assez particulier, et c'est ce que je voulais notamment vous montrer. C'est que là, on pourra avoir tout simplement le saut, et ce que je vous avais dit ici, là on commence à avoir le LPC qui s'est mis en place. C'est quelque chose dont je vous avais parlé déjà depuis un certain temps. La seule chose que j'attendais, c'est qu'on casse ici une prise de liquidité d'un dernier top, d'un inducement. Alors on pourra avoir un LPC qui continue à monter, qui va chercher pourquoi pas les 41 000, ici, donc ça pourrait être qui travaille la zone des 40 000, 41 000, 40, 41 000, tout simplement parce que là, le train il est encore excessivement chargé dans cette zone-là, donc ça pourrait être une logique. Donc pour moi, on pourrait très bien voir un cours qui continue doucement à retravailler, ou qui fasse un pump et qui se fasse tout simplement racheter et vendre, et ensuite on prépare la descente. Et là, il va falloir surveiller la cause qu'on va avoir ici en mise en place. Là, on a quand même une setup de chute potentielle qui se met actuellement en place. Alors, ça c'est une première hypothèse, qui est celle en tout cas que je défends et qui reste moi dans ma schématique à l'heure actuelle. L'autre hypothèse, qui est si jamais on a une actualité qui est assez saine, une prise de position, donc G7 OTAN et Europe USA qui est unanime, on va avoir un certain nombre d'annonces qui vont être effectuées dans les jours qui viennent, et on a une diminution de l'intensification des combats, donc avec pourquoi pas une prise
de Kiev qui se fait assez facilement. On se retrouve donc sur une peur qui commence à diminuer parce que tout simplement il y a eu l'effet de choc. Mais une fois que le choc est passé, c'est ce que je vous ai expliqué, on peut se retrouver sur des formes classiques. Donc ça, il va falloir vraiment déterminer. Mais en l'occurrence, si on se retrouve sur potentiellement quelque chose qui est assez sain, alors on va retourner peut-être en un jour, quelque chose qui est assez sain au niveau de l'actualité, on pourrait très bien mettre en place la schématique que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une remontée dans les 45 000, ici 44 000, pourquoi pas une remontée un peu plus haute, pour aller tester ce niveau des 45 800, pour pouvoir valider un deuxième AR, d'accord. Hop, donc on aurait ici le SC, un AR, et ici on aurait un ST, un deuxième AR, et là on pourrait justement aller descendre, prendre la liquidité basse dessus. Donc ça pourrait être aussi une schématique. Il est important aussi, et ça dans tous les cas j'en parlerai certainement demain dans le point de la semaine, mais qu'il va falloir surveiller ce week-end ce qui va se passer. Parce que tout simplement, quand le CME, en tout cas les contrats à terme vont être clôturés, donc ne vont plus bouger, il va falloir vraiment voir l'état de ce qui va se passer au niveau, tout simplement, des potentiels gaps qui vont être effectués. Si jamais on a un mouvement baissier durant le week-end très fort, à l'ouverture du contrat à terme, c'est sûr qu'on va avoir un mouvement opposé pour aller combler le gap, et ensuite retravailler et refaire un nouveau mouvement. D'accord ? Donc on aura une potentielle accélération du cours à ce moment-là. Et donc ça va être important de pouvoir le déterminer pour pouvoir justement rentrer dans cette schématique de mise en place, de prise de liquidité. On va avoir une cause de week-off qui est en train de se faire. Pour moi, on est dans cette vague 5. Alors, est-ce que la vague 5 en elle-même va se faire hop, tac, comme ça, travail des 40, 41, hop, on chute, on prend la liquidité, on refait une deuxième boucle, on reprend la deuxième fois la liquidité par le spring, et ensuite on repart. Ça va être à déterminer. Ou est-ce qu'on part comme ça, tac, hop, hop, et on fait comme ça. Ça peut être aussi un cas assez simple, à savoir qu'on commence à avoir une mise en place avec 1, 2, 3, 4, 5. On pourra avoir très bien ça aussi qui s'effectue. On va suivre dans tous les cas ce qui peut se passer. Alors, deux autres petits points que je voulais vous donner, c'est que on a souvent dit que, en l'occurrence, le BTC était une valeur refuge, ou en tout cas tendait à être une valeur refuge. Et justement, tout le monde actuellement dit, regardez comment ça s'est cassé la gueule avec tout simplement l'arrivée de la nouvelle, l'invasion de l'URSS, de la Russie, enfin de l'Ukraine par la Russie. Il y a deux éléments qui sont mis de côté. Un, c'est, oui, c'est une valeur refuge, mais non pas contre les éléments géopolitiques. C'est une valeur refuge contre l'inflation. D'accord ? Donc ça, c'est important à retenir. C'est que le BTC, les crypto-monnaies, n'ont jamais été et ne seront jamais un vecteur tout simplement de valeur refuge sur une instabilité géopolitique majeure. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il faut rappeler que les crypto-monnaies sont une valeur technologique. Donc c'est-à-dire que c'est une valeur qui repose sur un certain nombre d'éléments, comme l'accès à l'électricité, le coût de l'électricité, enfin il y a un certain nombre de choses qui rentrent en compte. Si jamais le réseau internet, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et si on a une instabilité majeure géopolitique, c'est des éléments qui vont disparaître, en tout cas qui sont susceptibles d'être suffisamment impactants pour pouvoir justement impacter le marché des cryptos. Par contre, le marché des cryptos est résilient à l'inflation. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est une valeur refuge. Voilà. Premier point que je voulais aborder par rapport à ça, cette notion refuge, et que l'or reprend sa place, en l'occurrence, par rapport à ça, étant donné que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir une valeur technologique derrière, et qui, intrinsèquement, a toujours une valeur purement physique. Voilà. Deuxième chose que je voulais aborder, c'est qu'on parle de l'impact de la guerre dessus. Néanmoins, en l'occurrence, oui, on a eu un peu de volatilité. On a eu combien de pourcentage de volatilité ? 15%. Bon, 15%, c'est pas énorme en fait sur les cryptoactifs. Qu'on soit d'accord. On a eu des bougies sur lesquelles on a eu beaucoup plus de volatilité. Là, on a eu aussi encore 15%. Alors celle-là, elle est magnifique, elle est sublime. Regardez-moi ça.
là, combien? 30% en un jour. Bon, là, on a de la volatilité. Pareil, de la volatilité à la hausse. Donc, en l'occurrence, c'est des actifs qui sont excessivement volatiles. 15% sur une annonce choquante comme ça qui s'est refaite en une journée, moi je trouve pas ça choquant pour cet actif-là, et donc je trouve limite que c'est plutôt résilient, plutôt que notion de refuge, mais en tout cas résilient aux crises économiques, même si on a une explication qui est en train de se faire par une mise en place de manipulation, mais néanmoins la prise de liquidité peut s'expliquer par rapport à ça, mais on a quand même une instauration de la résilience du BTC par rapport à ça. On va s'arrêter là. Demain, je vous fais un récap de la semaine avec une analyse un petit peu plus approfondie, et notamment on va parler de la paire ETC-BTC, parce que vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes dessus, et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.